Pour bien débuter l'année 2024, CHIP 109 s'est rendu du côté de la Chambre des communes à Ottawa pour rencontrer la députée fédérale de Pontiac, Sophie Chatel. Nous avons discuté avec celle-ci sur les différents dossiers qui marqueront l'actualité, dont celui de Chalk River, qui retient déjà l'attention. Voici l'entretien avec celle-ci à ses bureaux à Ottawa. On a la chance de bien commencer l'année. Vous savez, il y a 2 ans à peine, on l'a commencé aussi d'une autre façon. On était à la Maison culturelle Georges Morrison. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est très beau. Et il faut dire que cette fois, on voulait changer un peu de décor. On voulait rencontrer la députée fédérale de Pontiac, Sophie Chatel, et la rencontrer dans son habitat naturel, pourrais-je dire. Alors ici, dans ses bureaux à Ottawa, merci de nous recevoir. Merci François, ça me fait grand plaisir. Parlons de cette année de 2024, mais il y a un dossier qu'il faut dire a été discuté, je pense même avant votre élection, soit le dossier de Chalk River, dont une décision a été rendue récemment. C'est dans les dernières heures. J'imagine que vous avez été sollicité par rapport à ce dossier. On en a déjà parlé ensemble. Il y avait une procédure qui a été mise en place. Cette procédure donne le droit d'un changement de permis, d'une construction d'une installation pour ces déchets nucléaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça et de cette décision qui a été rendue? Vous, qu'il faut dire, mentionnons-le, qui avez aussi participé à ce processus et à ces consultations, et vous avez d'ailleurs soumis certaines recommandations. Alors, comment voyez-vous tout ça maintenant qu'on connaît cette décision? Oui, bien, François, comme tu l'as dit, on a travaillé très fort, mais en communauté, parce que j'ai consulté beaucoup des constituants, des groupes environnementaux, des communautés autochtones, et je suis allée présenter devant la commission les préoccupations de la communauté face à ça, puis on avait des demandes très concrètes. Je pense qu'il faut dire tout d'abord qu'on est inquiet par la présence des déchets radioactifs ici à Chalk River, près de la rivière de Gatineau. Les déchets sont là. Donc, c'est sûr que pour personne, le statu quo de laisser des déchets comme ça, qui sont sous forme d'édifices vacants, qui entreposaient historiquement des réacteurs nucléaires, sont abandonnés, ces structures-là, et sont susceptibles des intempéries. Donc, c'est dangereux. Les déchets sont là en ce moment et doivent absolument être sécurisés. Et ça, c'est la préoccupation numéro 1. Maintenant, comment le faire? Une des choses, c'est il y a le projet pour les entreposer sur une crête rocheuse qui, selon l'avis de la commission, après son étude, devrait être sécuritaire et ne pas causer d'incidence significative sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la sécurité des gens qui vivent autour de la rivière. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçue par le processus, parce que la commission se penchait sur un projet. Mais on n'a pas pu discuter d'alternatives. Puis je pense, en parlant avec la communauté autochtone aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment été consulté sur la gestion de ces déchets-là de manière générale. Donc, où les entreposer, quels seraient les projets les meilleurs pour l'environnement, pour la sécurité, mais aussi pour l'acceptabilité sociale. On a vraiment été consulté sur un seul projet et puis c'est là-dessus. Bon, ceci étant dit, c'était clair, j'avais des recommandations qui ont été faites à la commission si elle devait approuver ce projet-là, que pas plus que 10 % des déchets origineraient de, par exemple, des hôpitaux, les jaquettes qui doivent être entreposées, des petits déchets vraiment de faible intensité, pas plus que 10 % arriveraient des sites hors de l'extérieur de Chalk River. Mais 90 % des déchets, là, on parle vraiment des déchets qui sont actuellement à Chalk River puis qui doivent être sécurisés. Ça, je pense que c'est dans le permis de la licence Chalk River. Les laboratoires vont devoir se plier à cette exigence-là.
Il y a l'aspect aussi qu'on demandait, c'est une supervision indépendante, autonome et aussi participative des peuples autochtones et des non-autochtones, mais des gens qui vivent de la rivière. Et ça, encore une fois, là, je suis en train de d'éplucher les 169 pages de la décision, mais la commission dit que l'étude environnementale va devoir continuer d'être faite de manière transparente et en consultation avec tous ces groupes-là. Donc ça, c'est peut-être 2 conditions qui vont permettre une plus grande transparence, mais je ne suis quand même pas satisfaite du processus comme tel et j'aimerais travailler avec la communauté maintenant pour changer le cadre législatif pour permettre l'étude d'alternatives dans un processus comme ça. Aussi, on parle beaucoup des consultations avec les peuples autochtones, mais les peuples autochtones n'ont pas été traités différemment ou mieux que les non-autochtones. Puis je pense que c'est pas en accord avec la Déclaration des Nations unies sur les Premières Nations. Je pense qu'il y a un devoir de consultation, puis beaucoup plus important pour ces processus-là de gestion des déchets nucléaires que j'aimerais amener dans un cadre législatif. Donc vraiment, aligner, moderniser la loi sur la sécurité nucléaire avec les droits des peuples autochtones selon la Déclaration des Nations unies. Ce qui touche votre rôle à la Chambre des communes ici. D'ailleurs, parlons justement de ce bilan de mi-mandat, parce qu'on est maintenant en 2024. Vous êtes élu depuis maintenant quelques années. 2024, comment est-ce que vous voyez, entre autres, les mois qui ont passé? Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience jusqu'à maintenant et comment est-ce que on va en parler cette année 2024, comment on va l'entrevoir? Mais d'abord, les 2 dernières années pour vous, à quoi ça ressemble? Bien, ça a été un grand apprentissage. Hein. On parle de la circonscription de Pontiac, mais c'est plus grand que la Belgique en termes de territoire. Ça comprend là, tout le nord jusque presque en Abitibi. Là. Ça comprend la ville de Maniwaki, où j'ai un bureau d'ailleurs. Donc, apprendre à vraiment connaître bien à fond ces communautés-là, leurs intérêts, leur développement économique, etc., connaître les peuples autochtones de Kitigan-Zibi aussi. Et à l'ouest, on a vraiment une communauté plus agricole, beaucoup vers l'agriculture, la foresterie, historiquement aussi, et anglophone aussi, principalement comparé au nord. Donc, on a beaucoup d'enjeux, par exemple, sur tout l'enjeu des langues, des minorités linguistiques au Québec. Alors, c'est intéressant. Et on a aussi la population de Gatineau, du plateau, qui est très multiethnique. Donc, j'aime à dire que j'ai la mosaïque canadienne dans ma circonscription. Alors, tous les enjeux, sauf les pêches, je les ai chez moi. Alors, ça a vraiment été à apprendre tous les enjeux politiques, comment ils sont ressentis par les différents groupes et comment amener leur voix au Parlement, parce que c'est ça le rôle d'une députée, c'est d'amener la voix des communautés, des citoyens au Parlement et faire des représentations en leur nom pour qu'ils se sentent représentés par le Canada. D'ailleurs, c'est intéressant quand même de voir dans ce que vous avez souligné ici, que les gens vont recevoir bientôt ce que vous envoyez par la poste. Vous avez souligné, je dirais, des statistiques de la plus récente année. Et là-dedans, je vais en souligner juste quelques-unes parce que je pense que c'est important de revenir aussi sur votre rôle, votre fonction parlementaire. Parallèlement, vous le dites là, à votre travail au Parlement, vous avez participé à plus de 160 activités et événements dans la circonscription. On parle de quel genre d'activités? J'imagine que c'est varié. Bien, ça peut être dans des festivals. Par exemple, on a été au travailler comme bénévole là, le week-end de la foire de Chaville. Donc ça, c'était, tu sais, être avec les bénévoles dans une organisation, tu apprends vraiment à connecter avec la communauté. Donc, ça a été, par exemple, d'être présente là, mais aussi dans des tables rondes, beaucoup de tables de développement social. On est allé faire du bénévolat aussi dans les banques alimentaires. Encore là, on travaille en équipe avec l'équipe sur place, mais
On rencontre le cercle des aînés aussi de différents endroits. On va se promener dans les maisons de soins palliatifs. Hein. On regarde comment ça va. On va rencontrer des personnes, des professeurs dans certaines écoles aussi. On est allé à la commission scolaire aussi là, de Pontiac. Donc, on est allé rencontrer plusieurs personnes, soit dans des festivals ou dans des événements ciblés. Donc, c'est tous ces événements-là qui nous permettent d'apprendre aussi à connaître les gens de notre communauté, puis nos leaders aussi communautaires. Et s'ajoute à ça les correspondances que vous avez traitées. Oui. On parle de plus de 400 là, selon les statistiques que vous avez rapportées. Oui. Donc ça, c'est des correspondances qui concernent quoi? Oui. De quoi on vous parle? Bien, c'est tout ce qui se passe au Parlement. Tous les projets de loi, on reçoit des soumissions des citoyens. Des questionnements, par exemple, sur l'aide à mourir. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Alors là, mon travail, quand je reçois une demande d'information sur l'aide à mourir ou la tarification carbone, ou, etc., je fais une recherche avec la Bibliothèque du Parlement, mais aussi avec le Bureau du ministre. Par exemple, sur le projet de loi C-18. Qu'est-ce qui se passe? On en est où avec la négociation avec Google? Alors, je fais mes communications avec le bureau du ministre, des fois la bibliothèque, et avec mon équipe, on s'assoit puis on dit, OK, comment on répond? Il y a l'aspect, la réponse du gouvernement, mais ma position à moi aussi là-dedans, et on envoie ensuite la réponse aux citoyens. Il y a aussi justement des demandes des citoyens directement qui peuvent, j'imagine, concerner leur dossier qu'ils ont avec des représentants fédéraux. Ça aussi, vous devez traiter ce genre de dossier-là, que ce soit des pensions ou entre autres d'autres problématiques qui peuvent survenir. Ça, on peut directement communiquer avec vous, avec votre bureau. Oui, absolument. On est là pour ça parce qu'on est un peu le lien entre la fonction publique, les services donnés aux citoyens et le citoyen. Donc, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ils ne sont pas bien traités au niveau d'Immigration Canada, ils n'ont pas de réponse, ou au niveau de l'assurance-emploi, ils ont essayé, ils n'ont pas toute l'information. Des fois, ils n'ont même pas un télécopieur ou un fax. Des fois, il y a encore une fois, il y a certains ministères qui demandent des fax. Alors, quand il y a un problème dans un dossier, le citoyen peut faire appel à son député. Et on en a traité 500 cas en 2023. Et avec la crise des passeports, c'était beaucoup plus, hein, parce qu'il y a les passeports aussi en 2022. Mais en 2023, c'était 500 cas citoyens, beaucoup des cas où ils ne comprennent pas pourquoi leur dossier n'est pas traité plus rapidement. Puis donc, on fait, nous, un suivi auprès du ministère. On dit, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas réglé ou pourquoi il y a une réponse défavorable? Est-ce qu'il manque des documents au dossier? Puis on les aide, l'Agence du revenu aussi. Bien qu'il y ait un processus d'appel, mais des fois, les gens ne comprennent pas le processus, donc on les aide dans leur démarche avec les ministères. Et ça, c'est un des éléments qui concerne davantage des individus, des citoyens, mais vous parlez aussi dans vos statistiques d'une centaine de projets qui ont été annoncés également dans la circonscription de vous représentez. Oui, ça, c'est quelque chose que je suis très fière parce que quand j'ai commencé comme députée, il y a plusieurs programmes, hein, parce que le gouvernement canadien et québécois aussi s'investit beaucoup dans les projets économiques. Par exemple, en tourisme, on veut augmenter l'offre en tourisme ici dans la circonscription de Pontiac. Alors, il y a plein de programmes qui vont aider les start-up, donc les projets en développement, aussi des projets d'agrandissement. On a, par exemple, des beaux projets d'entrepreneurs, mais qui ont besoin du petit coup de pouce du gouvernement pour qu'une idée devienne vraiment une force d'attraction touristique ou etc. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont là pour développer l'économie de notre région. Mais quand je suis arrivée, on avait les statistiques très basses en termes de subventions aux entreprises. Donc, c'est comme s'il y avait des programmes, mais les gens ne les connaissaient pas. Donc, on a fait une série de bulletins pour annoncer les programmes,
mais on a aussi offert un projet de recherche pour les citoyens ou les entrepreneurs qui ont des idées. Ils nous écrivent, ils nous disent « Voici mon projet, est-ce qu'il y a des subventions ou des programmes qui pourraient aider ce projet-là? » Que ce soit un organisme sans but lucratif, une banque alimentaire comme Bouffe Pontiac, on a fait une recherche de programme pour eux, ou un projet, un entrepreneur qui veut augmenter l'offre en logement, par exemple, touristique. Alors, avec la Bibliothèque du Parlement, on recherche dans une banque de plus de 3000 programmes, soit fédéraux, provinciaux ou autres. Et ensuite, on a une liste de 10 potentiels supports gouvernementaux qui pourraient aider. Des fois, c'est des subventions, des fois, c'est des prêts sans intérêt, mais on est là pour offrir ça aux citoyens. Et on en a fait on a fait des bulletins de programmes, on a fait plus d'une 60aine, je pense, de recherches spécifiques de programmes en 2023. C'est d'ailleurs, oui, dans vos statistiques également, ce chiffre. Faut dire ici qu'on est à Ottawa. Vous m'avez parlé à quelques reprises, vous l'avez fait dans la plus récente entrevue radiophonique qu'on a eue ensemble, sur les différents volets que vous avez comme, je dirais, responsabilité en tant que député fédéral de Pontiac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous voyez justement chacune de vos responsabilités dans les 3 volets que vous avez identifiés là, dans votre rôle? Bien, toutes les activités qu'on fait avec les citoyens, qu'on parlait tantôt, que ce soit d'aller les rencontrer dans leurs activités, dans leurs réunions, ou d'aller lire leur correspondance quand ils nous écrivent sur des projets de loi, etc., ça nous aide à être leur voix, la voix des gens de la circonscription ici à Ottawa. Donc, moi, j'ai 2 comités, bien, j'ai fait 3 comités en 2023, comité finances, comité de l'environnement et comité des affaires étrangères. Donc, moi, je prends l'information, les positions, les sentiments, les émotions que les citoyens ont et je les amène en comité ou je les amène au Parlement quand on débat des projets de loi. On en débat, bien, j'amène leur voix au Parlement dans les commissions, dans les comités parlementaires. Et ça, c'est important pour moi. Sans ça, j'ai pas c'est eux, je suis leur voix à Ottawa. Et c'est mon rôle comme député, puis j'adore faire ça. Mais ça prend une bonne présence sur le terrain, mais une bonne présence en chambre aussi. Il faut prendre sa place, il faut parler, il faut représenter nos citoyens comme je le fais dans tous ces comités-là. D'ailleurs, on a parlé beaucoup de ce que vous avez mis en place comme initiative, un Outaouais vert et prospère. Est-ce que ça va se poursuivre ça en 2024? Est-ce qu'il y a un plan, je dirais, qui est peut-être échelonné sur quelques mois? Comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes? Oui, bien là, on est en train de rédiger notre livre vert parce qu'on a fait plusieurs tables rondes avec les leaders, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le développement économique, l'agriculture durable, la foresterie durable, le logement aussi, là, comme levier économique dans une transition vers une économie plus propre. Aussi, on a parlé beaucoup de protection de biodiversité. Donc, on a fait ces tables rondes-là avec des leaders de ces industries-là ou de ces secteurs-là. On a mis leurs propositions sur une plateforme de consultation publique Cocorico où tous les citoyens ont interagi. Là, ces consultations-là sont terminées. Maintenant, on va écrire les propositions qui ont eu le plus d'adhésion. Et de tout ça a vraiment surgi ou est né un projet de protection de la biodiversité ici en Outaouais, porté par les communautés autochtones, mais aussi les MRC, les différentes municipalités, 10 groupes de conservation, des industries aussi. Donc, une grande mobilisation. Mais ça, c'est originé de l'Outaouais vert et prospère. On avait fait la mini-COP 15 ici en Outaouais. Et de ça a vraiment surgi un beau projet qui est maintenant en attente de financement à Environnement Canada. On a des bons signaux. Donc, on espère pouvoir... Donc, de toutes ces consultations-là, plusieurs projets ont émergé, mais dont un immense, là,
de protection de biodiversité parce que, François, on va se le dire, hein, la biodiversité et la nature, c'est l'allié numéro 1 pour se protéger contre le réchauffement climatique. Hein. On ne veut pas vivre dans un monde où on a dépassé 1,5 degrés Celsius de réchauffement parce qu'à ce moment-là, les températures extrêmes et les incidents climatiques vont se multiplier. Alors, pour rester à l'intérieur de ça, il faut s'assurer qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, mais qu'on s'assure que notre biodiversité, notre nature est là pour absorber ces CO2-là. T'sais. Et ça, c'est la nature le fait de manière extraordinaire. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est là. Les milieux humides, hein, ils sont comme des éponges dans le cas que la neige fond beaucoup trop rapidement ou elle agit comme une éponge et nous protège contre des inondations qui vont malheureusement arriver. Donc, il faut vraiment protéger cette nature-là pour nous puis pour s'assurer un meilleur futur. On a d'ailleurs vu en 2024, et on peut le lire dans des articles à CHIP 109, que des agriculteurs étaient même au travail en ce début du mois de janvier, étant donné le peu de neige qu'on avait reçu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je comprends mieux maintenant votre choix de couleur de veston. Aujourd'hui, oui. On parle beaucoup de vert. Parlons justement pour la prochaine année de votre côté, 2024. Est-ce que vous entrevoyez parce que je dois dire, il y a un gouvernement qui est actuellement minoritaire de votre côté avec la coalition avec le Parti néo-démocrate. Est-ce que vous voyez des élections pour 2024, vous qui avez été élu la première fois, il faut dire, à l'automne 2021? Bien, j'espère que non, mais en gouvernement minoritaire, c'est toujours possible. Mais l'entente qu'on a avec le NPD, ça va bien, relativement bien. Je pense qu'on développe certains programmes comme l'assurance dentaire qui est très importante pour le NPD. Donc ça va de l'avant, puis le programme va être déployé dans son entièreté en 2025. Donc je pense que l'entente elle est bonne et on devrait compléter notre cycle électoral jusqu'en 2025. En fait, c'est évidemment l'objectif du gouvernement, c'est de compléter son plein mandat. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle justement de vert, de ce plan que vous avez pour protéger l'environnement, vous avez à quelques reprises parlé également du parc de la Gatineau et des aires protégées. Est-ce que ça sera encore d'actualité pour 2024? Absolument. On travaille vraiment fort pour la protection des aires protégées, évidemment, de la rivière Noire, la rivière Coulonge. Je suis allée à la rivière du Moine, d'ailleurs, qui est magnifique. Oui. On a fait une descente de rivière, c'était absolument formidable. Écoutez, c'est au cœur de la protection ou des projets de biodiversité aussi. Et le gouvernement canadien et québécois sont en train de travailler ensemble pour annoncer des financements aussi, ce qu'on espère faire très bientôt. Donc, des beaux projets pour la protection des rivières. Pour ce qui est du parc La Gatineau aussi, ça fait 2 ans que je milite pour ouvrir la loi sur la capitale nationale, la moderniser, donner un cadre législatif, faire du parc La Gatineau un vrai parc. Ouvrir cette loi-là, ça semble très difficile en gouvernement minoritaire. Il semble avoir beaucoup de choses qui doivent être aussi gérées, c'est-à-dire quand on ouvre la loi sur la capitale nationale, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à, on peut même penser à la résidence du premier ministre sur Sussex, la rue Wellington, il y a plein d'autres enjeux. Ça va jusque-là. Oh oui, ça va, c'est énorme. Le pouvoir de signer des baux, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette loi-là, alors que nous, on veut vraiment, de manière assez urgente, là, protéger le parc La Gatineau pour les années à venir, pour que ça soit dans un cadre législatif. Donc, on regarde aussi en parallèle, si ça ne va pas assez vite à notre goût, à mon goût, alors on regarde aussi de travailler avec Parc Canada puis le ministre de l'Environnement pour faire du parc La Gatineau un parc national. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on regarde. On regarde toutes les options législatives, puis
on met de la pression beaucoup sur notre gouvernement pour que ce soit une priorité parce qu'on le dit, tout le caucus de l'Outaouais a été très, très clair en 2021. On veut faire du parc La Gatineau un vrai parc. Parlons des priorités, justement. On a parlé de logement récemment. Comment est-ce que 2024 peut aider à répondre, en fait, à ces besoins de logement qui sont nombreux? Et je trouve qu'on parle souvent de ces problématiques en milieu urbain. Oui. Rarement en milieu rural. Et à notre avis, là, évidemment, on parle pour notre patelin. Il nous semble qu'en milieu rural, quand on pense au Pontiac, à la MRC Pontiac, à la municipalité de Pontiac, il n'y a pas toujours des solutions pour répondre à ces besoins de logement qui ont des impacts, hein, vous l'avez mentionné récemment, sur aussi le recrutement dans nos soins de santé, dans nos écoles, etc. Comment est-ce que ça peut se déployer le plus rapidement possible? Parce que les gens se posent beaucoup de questions à cet effet. Ah oui, le logement, je pense que c'est rendu une crise en logement. Là, quand on a un taux d'occupation aussi élevé, là, ou taux d'inoccupation aussi faible. Je pense que c'est vraiment important. Le gouvernement fait plusieurs mesures, mais on parlait de mon rôle parlementaire, mais comme présidente du caucus rural, entre autres, on aide le gouvernement à développer des solutions pour la ruralité. Parce que c'est vrai, le gouvernement fait beaucoup pour les milieux urbains en termes de logement. Une des mesures qui aide, je pense qu'il va aider les milieux ruraux aussi, mais dans une moindre mesure, ça a été l'abolition de la TPS sur les constructions de logements locatifs. Ça, on a parlé à nos entrepreneurs en construction. Ils nous disent que ça va vraiment aider le déploiement de nouveaux projets. On espère que Québec va aussi faire la même chose au niveau de la TVQ, surtout en Outaouais, hein, parce que les entrepreneurs travaillent des deux côtés. C'est ça. Effectivement. Je vous pose la question rapidement. Il y a vraiment des discussions avec le gouvernement provincial du Québec à cet effet? Je ne suis pas au courant mais il y a de la pression au niveau du gouvernement du Québec pour qu'ils fassent la même chose. Oui, on souhaite surtout pour l'Outaouais. Parce que sinon, nos entrepreneurs, si c'est plus payant d'aller faire des constructions de logements locatifs à Ottawa ou en périphérie d'Ottawa plutôt qu'à Gatineau puis en périphérie, bien, c'est ça qu'ils vont faire. En milieu rural, par exemple, François, tu me demandais, ce qui est important en milieu rural, puis je suis allée à Fort-Coulon, j'ai parlé à des entrepreneurs en construction qui veulent développer des projets immobiliers à Fort-Coulonge. Et un des problème, c'est l'infrastructure municipale en eau, traitement des eaux usées aussi, des aqueducs, d'électricité. Ça, c'est moins parce qu'on a Hydro-Québec, mais aussi l'accès aux routes. C'est beaucoup de pression pour les petites municipalités. Donc, nous, on est en train de travailler avec le ministre Sean Fraser, qui est ministre pour la première fois là, de logement et infrastructure, pour s'assurer que puis lui, il vient d'un milieu rural aussi, il comprend bien la réalité rurale. Il faut absolument aider les municipalités à développer leur système, leur infrastructure pour accommoder les nouveaux développements chez eux. Parce que ça, le promoteur ne peut pas repasser le coût des infrastructures municipales aux nouveaux habitants, parce que ça réduirait trop la marge de profit. Ils ne sont pas capables de vendre ensuite leur logement. Donc, il faut s'assurer que ces infrastructures municipales-là sont supportées. Et ça va se faire évidemment en partenariat avec Québec. Si on fait une analyse rapidement, parfois, des nouvelles qui sont publiées par CHIP 101.9 ou encore au chipfm.com, on peut voir au moins à chaque mois, surtout durant l'été, les problématiques des municipalités sur leur infrastructure d'eau potable et autres. Donc, c'est un peu en réponse à tout ça, j'imagine, que vous dites on essaie de mettre en place des programmes pour les aider. Oui, puis un des programmes qui aide beaucoup les municipalités en ce moment, c'est la taxe d'accise sur l'essence qui est chargée par le fédéral. Au Québec, elle est remise, avec permission de Québec, là, elle est remise directement aux municipalités. C'est le programme TEC
pour financer leurs infrastructures municipales. Donc ça, on veut préserver ça. Donc ça va être renouvelé, j'espère, mais il faut faire des pressions. Je me porte la voix, évidemment, des communautés plus rurales pour qu'on renouvelle ce beau programme-là qui supporte les municipalités et aussi d'en faire beaucoup plus avec un gros projet des investissements en infrastructure en ruralité pour créer plus de logements. On a besoin de transport aussi. On a besoin davantage de transport avec Transcolline aussi pour aider les communautés rurales. Nos jeunes là, qui veulent aller étudier au cégep, là, ça leur prend des transports aussi. Là, donc, on travaille là-dessus. Mais oui, le logement en ruralité, c'est un moteur de développement économique. Donc, il faut investir là-dedans. Mais je vous remercie de nous aider à faire cette transition parce que vous avez parlé d'essence, vous avez parlé de transport. Oui. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et parlons aussi peut-être, aussi ça touche l'inflation, c'est les facteurs qui influencent le prix de l'essence que vous avez mis dans ce bulletin que les gens ont peut-être reçu ou vont recevoir bientôt, dépendamment quand vous l'écoutez. Et on peut voir que vous avez tenté d'expliquer quel est le coût de l'essence, comment se fait-il qu'on peut voir quelques différences au cours des dernières années, des derniers mois. Ça fait beaucoup jaser. Je pense que ça, c'est le genre de discussion que vous avez avec des citoyens du Pontiac. Oui. Comment est-ce que vous voyez ça? Et d'ailleurs, parlons justement de tout ce dossier de cette taxe carbone qui, il faut dire, a été très, je dirais, mis sur la sellette avec le parti d'opposition, le Parti conservateur du Canada, à la Chambre des communes et ailleurs, dans les différentes promotions qu'ils font, les différentes publicités. Quelle est votre vision de tout ça? Et parlons aussi de ce tableau très bien fait, je dois dire, qu'on rendra disponible. Oui. Bien, François, c'est sûr que j'ai eu plusieurs discussions avec les citoyens de Pontiac. Puis il y a toute une attaque qui est faite sur les mesures que le gouvernement canadien a faites pour vraiment adresser la crise climatique. Moi, je suis entrée en politique, j'ai 2 garçons, puis je me dis, ils vont me demander un jour, soit eux ou leurs enfants vont me demander, « Maman, t'étais où, toi, quand il était encore temps de faire quelque chose? » Bien, je suis là, puis je milite pour qu'on s'assure qu'ensemble, on ne franchisse pas un degré de pollution qui amènerait un réchauffement climatique qu'on serait plus capable de supporter en termes de société. Alors, pour moi, la protection de l'environnement est très importante. Il ne faut pas dépasser un réchauffement climatique de 1,5 % et ça prend un effort complet. Le gouvernement canadien s'est doté de certaines mesures comme la tarification carbone. Il faut comprendre qu'il y a 2 volets à la tarification carbone. Il y a une tarification des industries polluantes. Donc, on regarde la pollution et on met un prix, puis on dit, bien, ça te coûte ça pour utiliser la qualité de l'air et puis émettre des gaz à effet de serre. Mais il y a aussi la charge sur l'essence. Il faut comprendre aussi, puis ça, c'est des discussions que j'ai avec les citoyens, c'est que la tarification carbone fédérale ne s'applique pas au Québec, qui a sa propre tarification carbone. Donc, même si on abolissait la tarification au niveau fédéral, ça ne changerait rien pour le Québec. Sauf que le Québec ferait tous les efforts et des provinces comme l'Alberta feraient absolument rien. Donc, les efforts qu'on fait seraient annulés par le manque d'efforts de l'Alberta. Donc, ça créerait une injustice entre les provinces assez flagrante. Donc, évidemment, je ne milite pas pour ce côté-là. Mais je voulais me pencher sur le fait que la tarification carbone cause l'inflation. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada a dit non, c'est pas ça du tout là, qui cause l'inflation, c'est responsable pour 0,01 % de l'inflation. Alors, c'est pas ça, mais il y a des préoccupations par rapport au prix de l'essence. Fait que là, je dis OK, je vais aller voir. Alors, j'ai demandé à la Bibliothèque du Parlement de m'aider à faire des recherches. On a épluché plusieurs statistiques. Au mois d'août,
2023, on a atteint un seuil de 1,80 $ le litre de l'essence. Et j'ai décortiqué sou par sou, c'est allé où ça? Ce que j'ai réalisé, puis ce qui est corroboré par les statisticiens à plusieurs pays, c'est que la grosse partie du prix de l'essence est allée dans des profits astronomiques et jamais vus par les compagnies pétrolières. Ils ont gagné des centaines de milliards de dollars de profits pour 2022-2023, c'est des profits historiques, alors que les gens souffrent terriblement des coûts de l'inflation, entre autres dû à l'augmentation des frais de transport, dû à l'augmentation du coût de l'essence. Donc, la tarification carbone n'est pas responsable de ça, mais les compagnies font excessivement du profit, entre autres parce que avec la guerre en Ukraine, le prix de l'essence